Bonsoir à toutes et à tous. Petit rappel sur Sylvain Timsit. Je ne sais pas si vous vous rappeliez de Sylvain Timsit, et notamment qui s'intitulait donc les 10 stratégies, dont je rappelle pour mémoire, les 10 stratégies de manipulation média de Sylvain Timsit. Comment manipuler justement les masses. Et donc, bon, je vais peut-être pas lire tout ici. Euh, Voilà, donc là on nous dit par exemple, vous voyez, les médias se sont historiquement révélés être un moyen très efficace de façonner l'opinion publique. Des mouvements sociaux ont été donc créés et détruits grâce à eux. Des crises financières ont été cachées, des courants donc idéologiques ont été stimulés. De sorte que différentes études et théories ont vu le jour, telles que par exemple les stratégies de manipulation médiatique de Sylvain Timsit. Cette idée a généralement été attribuée à Noam Chomsky. Quoi de manière erronée, l'intention de l'écrivain français était de mettre en évidence les outils psychosociaux qui permettent de distraire effectivement le public de ce qui est vraiment important, de sorte que les véritables problèmes rencontrés par la population sont dissipés à travers la manipulation de l'opinion publique, avec l'aide des médias de communication, fomentant ainsi une société plus soumise et moins critique. De bons esclaves, en quelque sorte. Alors, premier point de la stratégie, elle est en 10 points. La stratégie de la distraction. La première des stratégies donc, de manipulation médiatique de Sylvain Timsit est la distraction. Il s'agit d'un élément primordial du contrôle de la société. La distraction consiste à détourner l'attention du public des questions importantes. Donc, hop, effet de diversion, quelque part. L'inondation donc constante, par exemple, de distraction et d'informations sur des questions banales amène le public à ne pas s'intéresser aux questions essentielles liées par exemple à la politique, à la culture, à l'économie ou aux problèmes sociaux. Il s'agit donc de garder l'accent loin des problèmes sociaux réels en le mettant sur des problèmes sans grande importance. Maintenir le public occupé par les banalités sans leur laisser le temps ni l'espace nécessaire pour réfléchir. Donc on va occuper l'esprit, ce qu'on appelle le temps d'occupation de l'esprit, le temps télévision par exemple, le temps jeu vidéo, etc. Donc eh oui, tout ça fait partie de la distraction. La tendance à créer donc des problèmes et à proposer des solutions. Cette méthode donc consiste à créer un problème. Par exemple là, on va prendre le cas supposé, bien sûr, d'avoir créé le problème du coronavirus afin de provoquer une certaine réaction du public. Donc on attend une réaction, souvent le public demande tout de suite une solution, et qu'il accepte volontairement ou même demande de lui-même les solutions que le pouvoir voulait mettre effectivement en œuvre dès le départ. Par exemple, créer une crise économique, ce qui va arriver là d'ailleurs, pour que le public accepte comme un mal nécessaire le recul des droits du travail et la précarisation des services publics. On a l'exemple, effectivement, comme on est dans un état d'urgence, donc le président a tout pouvoir de faire des décrets, et vous avez entendu parler, a priori, comme on l'avait dit l'autre jour, je vous l'avais dit, effectivement, des certaines professions pourront faire 60 heures. Enfin, on va demander des réquisitions aux gens. Voilà. Un autre exemple pourrait donc être, par exemple, le développement ou l'intensification de la violence urbaine, de sorte que le public exige des politiques répressives. Oui, alors ça peut suivre après, justement, les violences urbaines, parce que le confinement, tout ça, ça peut aussi amener des violences. La stratégie de gradualité. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le troisième point que Sylvain Timsit nous parle. Il s'agit donc de faire accepter une mesure inacceptable en l'appliquant progressivement. Vous voyez, petit à petit, c'est un petit peu l'histoire de la grenouille. Si vous mettez une grenouille dans l'eau bouillante directement, elle va avoir un réflexe, elle va réussir à sortir de la marmite. Par contre, si vous la mettez dans l'eau froide et que sous la marmite ça chauffe petit à petit, à un moment donné, elle va se dire oh, c'est bien, je suis bien là. L'eau elle est tiède jusqu'au moment où l'eau va bouillir, ça sera trop tard pour elle parce qu'elle n'aura pas le geste salvateur pour qu'elle puisse se sauver elle-même. Donc c'est comme ça qu'il procède. Donc accepter une mesure inacceptable en l'appliquant progressivement, lentement, même pendant des années. Vous voyez, même pendant des années. Il s'agit pour certains de la façon dont des conditions, par exemple socio-économiques, radicalement nouvelles, telles que le néolibéralisme, ont été donc imposées dans les années 80-90, donnant lieu à des privatisations et intensifiant la précarité. Oui, parce qu'il n'y a plus de droits sociaux, quasiment. La stratégie donc de différer. Alors là, on va différer. Alors, c'est pas, ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Attendez.
Ouais, on va différer hein, pour la chloroquinine hydrolaxique, là je ne sais plus exactement. Ouais, on attendra. Hein, ouais. On va passer les protocoles quand même, puis il faut au moins 6 semaines. Ouais, si, on va différer tout ça. Oh, les masques, ouais, ils arriveront là. Il paraît que ça va. J'ai entendu dire que il y a 600 millions de masques qui doivent arriver de Chine. Là. Bon, d'accord. Une autre façon donc d'accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire. Qu'est-ce qu'il nous a dit notre président? Déjà, je vous en ai parlé un petit peu plus haut, on va jouer effectivement sur les droits, hein, tout simplement les droits fondamentaux par exemple des travailleurs, en leur imposant le fait de travailler plus, et puis pourquoi pas leur piquer des congés, etc. Hein, il faut bien le comprendre ça, hein, parce qu'il y aura beaucoup de PME qui vont faire faillite. Il s'agit donc d'obtenir l'acceptation du public sur le moment, avec la promesse de l'appliquer dans le futur. Il est plus facile donc d'accepter un sacrifice futur qu'immédiat, parce que l'effort ne doit pas être réalisé immédiatement. Cela donne plus de temps donc à la population pour s'habituer à l'idée de changement et pour l'accepter avec résignation le moment venu. 5. La tendance à parler depuis une position intellectuelle supérieure. Alors là, on a encore le même exemple, hein. Il suffit de voir tous ces experts qui passent à la télé en vous disant, nous on sait, on est les sachants, vous n'êtes pas les sachants, donc vous devez nous écouter. D'ailleurs, ils se contredisent entre eux. Hein. Ah, vous avez, on tire à boulet rouge par exemple sur le professeur Didier Raoult. Et puis on dit oui, vous savez, regardez, il connaît BHL ou machin. Ok, peut-être, c'est possible. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il fait. Voilà, si la chloroquine elle fonctionne, je regardais une dame, elle venait de Paris pour se faire soigner. Donc vous voyez. Et moi, je suis plus ou moins malade en plus là. Hein. J'ai l'impression que je tousse depuis ce matin. Donc j'essaye de faire ce que je peux, mais ça n'a pas l'air d'être évident. Excusez-moi d'ailleurs. Donc, il a tendance à parler depuis une position intellectuelle supérieure. Donc, la plupart des publicités, par exemple, destinées au grand public, utilisent un discours, des arguments, des personnages et des intonations quelque peu enfantins, comme si le spectateur n'était pas mature ou n'avait pas la capacité de comprendre certaines idées. De sorte que lorsqu'il s'agit de tromper le public, ce dernier peut répondre de manière encore plus enfantine. Voilà, c'est-à-dire on s'adresse aux gens comme à des enfants. Hein, voilà. Exactement. Bah, d'ailleurs, quand on nous a par exemple présenté, ça c'est un exemple, hein, l'euro, bah, vous avez vu les pubs, c'était des petits bébés, machin, ouais, des enfants, quoi, je veux dire, qui présentaient l'euro, c'était hallucinant, quoi. 6. La tendance à faire appel à l'aspect émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Bah oui, on est dans l'émotionnel, hein, ça, on a un exemple aussi avec les attentats. Hein, qu'on a eu notamment sous la présidence de M. Hollande, notre cher M. Hollande. Hein, on n'a jamais eu autant d'attentats, c'était complètement dingue. Jamais eu autant d'attentats. Donc là, il y avait de l'émotionnel, il faut tout de suite la sécurité. Donc privation, si vous voulez, de vos libertés, tout simplement. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc on va petit à petit enlever, si vous voulez, vos libertés de circuler, vos libertés d'opinion. Voilà, là, en ce moment, je suis en train de vous parler. Mais peut-être qu'on est en train de me fliquer et on va me dire, ah bah tiens, celui-là, tac, 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 vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bientôt, et oui, on pourra faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Donc on dit le recours donc, au côté le plus émotif des personnes est une technique classique pour stopper l'analyse rationnelle d'une situation ainsi que son sens critique. L'utilisation par exemple d'un registre émotionnel fait également appel à un comportement instinctif fondé avant tout sur des désirs ou des peurs, voilà, qui sont enfouis en nous, des espèces de mémoires hein, qu'on a accumulées, et on nous fait ressurgir ça. Donc pratiquer justement la méditation, pratiquer des choses hein, qui peuvent vous aider pour éviter justement ce côté émotionnel. Certes que l'on a tous, hein, évidemment, face à certaines situations, bah, c'est vrai qu'on peut avoir ces désirs de peur ou autre, mais il faut tout de suite réagir. C'est-à-dire que c'est l'instant et se dire après, bon, ok, il y a ça, on ne va pas s'énerver, on va regarder la situation, l'esprit clair, et on va essayer de trouver des solutions. Ne pas confondre vitesse, par exemple, et précipitation. Précipitation et vitesse. 7. Le maintien du public dans l'ignorance. Bah oui, alors ça, c'est ce que je vous disais, je vous ai dit d'ailleurs plusieurs fois dans mes capsules. Bah oui, l'ignorance, c'est le manque de connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, bah vous vous retrouvez après dans des situations compliquées. Donc une autre des stratégies de manipulation médiatique de Sylvain Timsit est de rendre le public incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour les contrôler, comme par exemple la 5G, voilà, des choses comme ça qui peuvent effectivement pouvoir utiliser ces technologies, pister les gens. Cela s'applique donc aux restrictions en matière par exemple d'éducation. Donc on va mettre des restrictions, c'est-à-dire on ne va pas vous apporter la véritable matière qu'on aurait dû vous apporter.
aux réductions donc, du nombre d'enseignants. Donc c'est des classes surchargées. Combien de fois les enseignants se plaignent d'avoir des classes surchargées? Des bourses d'études, au master, au coût élevé. Vous voyez, on va donc augmenter le coût des masters, par exemple. Puis alors, quand on apprend dans les universités, au secours, hein, au secours, aux études donc impossibles à suivre pour une large partie de la population, etc. Donc le maintien dans l'ignorance, bah oui, ça marche très très bien. Vous comprenez bien que si les gens sont dans l'ignorance, voilà. Euh, c'est pour ça qu'il faut apprendre dans différents domaines. Il faut que vous ayez une connaissance un petit peu généralisée, pas approfondie, que ça soit dans la biologie, que ce soit dans les technologies, que ça soit un petit peu dans la politique, etc. Pour pas vous faire gruger le moins possible. Vous voyez, vous dites, ah oui, d'accord, vous êtes en train de me dire ça, celui-là, ouais. Non, non, mais je ne tomberai pas dans le piège. Excusez-moi. La tendance donc 8, la tendance à faire en sorte que le public se complaise dans la médiocrité. Bah oui, plus c'est médiocre, mieux c'est. Il s'agit donc de promouvoir la croyance selon laquelle il convient et est la mode d'être une personne vulgaire, sans éducation, inculte ou incorrecte. Alors ça, oui, ça marche très très bien. Incorrection, le être inculte, ne pas avoir de considération pour les autres. Comme nous pouvons le constater dans un grand nombre d'émissions de télévision. Mais pas que, pas que. Alors dans des émissions de télévision, c'est vrai, c'est possible, bien sûr, c'est tout à fait exact, mais on s'aperçoit aussi de ce phénomène sur les réseaux sociaux. C'est la même problématique. Sauf que voilà, vous êtes moins spectateur, vous pouvez zapper. Mais sur les réseaux sociaux, bah, vous entendez des inepties comme par exemple non, ça n'existe pas, les virus ça n'existe pas, ouais, comment ça machin. Donc ça c'est une forme de voilà, de vulgarité. Enfin, ces gens, voilà, ils devraient se remettre un peu en cause aussi. Parce qu'il y a des gens, voilà, c'est. Faut pas tomber dans la parano, mais il faut quand même avoir un peu de sens logique. 9, le renfort de l'auto-culpabilité. Ah oui, c'est vous. En fait, l'auto-culpabilité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous êtes coupable. Hein, et en plus, c'est vous-même hein, qui vous auto-culpabilisez. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il s'agit de faire croire, par exemple, à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur. Eh oui, bien sûr. Donc on va vous dire, oui, si tu avais des pensées positives, par exemple, tu n'en serais pas là, tu ne serais pas où c'est que tu en es aujourd'hui. Alors certes, l'être humain doit développer des capacités positives, il doit effectivement se projeter vers quelque chose de positif, je ne dis pas le contraire, mais il y a des choses qu'il ne contrôle pas. D'accord? Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que moi je ne maîtrise pas. Et ça peut avoir une incidence dans votre existence. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Bah moi j'ai 56 ans, je me retrouve au chômage, bah on va peut-être me dire ah ben oui mais monsieur attendez oh maintenant ouais mais vous êtes enfin on va pas me le dire comme ça mais on va essayer de me créer une auto-culpabilité en me disant par exemple je suis trop vieux donc je ne trouverai pas d'emploi dans ce domaine, voyez? Ça peut être vous habitez à tel endroit, bon bah ils essayent en fait de vous mettre ça, c'est comme une graine, hein, c'est comme une graine, une fois qu'elle est dans l'esprit, la graine une fois qu'elle est dans la terre, elle pousse, hein, d'accord? Et puis va surgir un arbre, par exemple, une plante, un arbre. Et dans votre cerveau, c'est pareil, ce sont des graines hein, qu'on va mettre dans votre cerveau. Et puis si vous, effectivement, vous êtes dans l'autoculpabilité, vous dites, ouais, c'est de ma faute, je suis un bon à rien, je vaux rien, j'y arriverai jamais, et ben voilà. Vous êtes dans l'autoculpabilité, et là, ça y est, c'est bon. Vous êtes un peu comme un hamster dans une roue, en fait. Hein. C'est comment, vous savez, ce serpent qu'on appelle, je crois, c'est le principe de l'Ouroboros. Vous avez ce serpent qui s'avale lui-même, en fait, vous voyez. Il a sa gueule, et en fait, il s'avale en permanence. Voilà, bah ça, c'est le phénomène de l'Ouroboros, je crois, je ne sais plus si ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est un phénomène à l'infini. Donc vous êtes un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue, toujours dans l'auto-culpabilisation. Alors que vous n'avez pas à être dans l'auto-culpabilisation. Ensuite, le 10e et dernier point, c'est la tendance à faire croire que l'on connaît les individus mieux qu'eux-mêmes. La tendance à faire croire, je répète, que l'on connaît les individus mieux qu'eux-mêmes. Ça veut dire l'État vous connaît mieux que vous, les services sociaux vous connaissent mieux que vous, les grands professeurs en sciences médicales vous connaissent mieux que vous. Vous ne vous connaissez pas. C'était, il me semble, sur le Panthéon qui dit connais-toi toi-même. Il me semble que c'était marqué sur le fronton du Panthéon. Je ne sais plus quel philosophe disait ça, si c'était Platon ou Aristote qui disait connais-toi toi-même, apprends à te connaître toi-même. Voilà. Donc là, il est dit quoi? La dernière donc, des stratégies de manipulation médiatique de Sylvain Timsit consiste donc à développer un système qui permet de connaître les individus mieux qu'eux-mêmes.
Des techniques telles que par exemple la biologie, les neurosciences ou la psychologie seront utilisées à cet effet. Très bien vu, hein, dans les publicités par exemple, on va effectivement jouer sur ça. Cela permettra par exemple d'exercer un contrôle étendu sur les masses. Connaître donc ces stratégies n'empêchera pas que certains continuent effectivement de les utiliser en leur faveur et dans leur intérêt. Cela nous permettra néanmoins, en tant qu'individus, au sein d'un très grand groupe de la société, de décider dans quelle mesure nous permettrons qu'elles nous influencent et comment nous réagirons lorsque nous détecterons leur présence. Là, tout est dit, hein, d'accord. Donc la psychologie, oui, utilisée, hein, c'est... comment ça s'appelle le titre de Lucien Cerise, le neuroesclavagisme, hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'engineering social par exemple, très utilisé. Mais moi qui étais dans l'informatique à une époque, on utilisait oui l'engineering social. Quand vous voulez avoir des informations sur une personne, vous posez souvent des questions complètement indirectes et vous finissez. Donc ils sont très forts, hein, c'est pas pour rien que les publicitaires arrivent à vendre autant de produits. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent tout simplement le comportement humain, comment l'humain se comporte dans telle situation. Par exemple, si on lui met des couleurs, si on lui met des sons, si on lui met des musiques, etc., dans un magasin, eh ben, par exemple, une femme, elle va être attirée par du parfum. Pourquoi? Parce qu'il y a l'odeur. Et en plus, vous avez même des spécialistes du packaging qui vont faire, j'en avais parlé de ça une fois, qui vont vous faire une belle bouteille de parfum avec une belle forme, avec du noir, vous savez, du doré. Ils sont très forts, ils sont très astucieux. Vous imaginez qu'on est au 21e siècle. Sans compter toutes les technologies maintenant qui sont basées, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Vous avez plein de trucs comme ça. C'est un truc de malade, de fou. La sollicitation permanente. Vous êtes sur votre téléphone portable, vous pouvez avoir des sollicitations permanentes. Vous êtes sur votre ordinateur, sollicitations permanentes. Vous sortez chez vous, vous voyez des panneaux publicitaires, sollicitations permanentes. Voyez, un assureur par-ci, un trader par-là, etc., etc., etc. Je vais vous vendre le produit le meilleur au monde, etc. Regardez par exemple, suite donc à actuellement, par rapport au Covid-19, bah vous voyez, il y a des marchands qui arrivent et puis qui vous vendent le produit miracle. On a même vu des gens vendre des masques, etc. Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça qu'il est important de se connaître soi-même. C'est pour ça que la méditation, par exemple, hein, ça peut être autre chose. L'introspection, vous voyez, il faut être implicite avec soi-même pour se connaître. Vous voyez, et une fois qu'on se connaît, on ne se fait plus gruger comme ça. Ou du moins, on se fait moins gruger. Voilà les amis, hein, c'était pour vous dire ça. D'ailleurs, j'ai écouté, petite parenthèse, j'écoutais tout à l'heure Bernard Bordas, hein, que je vous conseille d'écouter. Je vous mettrai son lien. C'est un papy, il a 62 ans, il est pratiquant d'arts martiaux depuis de très nombreuses années. Il pratique le ninjatsu notamment. Et il a fait une vidéo qui était intéressante, justement. C'est pour ça qu'il m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. C'est problème, réaction, solution. Voilà. Et alors, il a parlé d'un truc, il a supposé quelque chose. Il a dit, vous savez, le fameux test qu'on vous fait. Alors là, ça va être, je vais mettre mon masque de complotiste, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, c'est qu'une supposition, on est bien d'accord. Ah bah oui, on a fait un test, mais quand on vous fait un test, la police vous fait un test ADN, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils prennent votre salive. Alors certains diront, oui, mais c'est dans le nez, ouais, ça peut peut-être être aussi dans la bouche. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ça peut être aussi un moyen, pourquoi pas, de passer au-delà des lois bioéthiques, hein, parce que vous avez des lois bioéthiques qui encadrent l'interdiction justement d'avoir le fichage des gens, mais ça peut être une solution de ficher les gens. Puis après, il y a aussi la solution du vaccin. Ça, on y reviendra éventuellement si vous voulez, avec notamment le Starbust. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y avait Jean Droit qui a parlé du système Starbucks avec la 5G. Oh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Voilà. En tout cas, ben, je voulais vous faire un petit rappel sur ça. Là, on nous parle de la manipulation ou l'art d'utiliser les faiblesses des autres pour prendre le pouvoir. Ouais. Voilà. D'ailleurs, quand vous regardez même les stars à la télé, les chanteuses comme Lady Gaga, tous ces gens, ils sont complètement sous contrôle mental. Enfin, ils sont vraiment dans un contrôle. Ils sont programmés, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et portez-vous bien, protégez-vous parce que moi, je crois que je l'ai chopé. Et je vous dis à plus tard. Au revoir.